Bonsoir à tous. Oui, là on m'entend. Bonsoir à tous. Tout d'abord, évidemment, je remercie le nouveau musée et son directeur, Björn, ses équipes, le pavillon Bozio, Morad, évidemment, et Madeleine, commissaire de la très belle exposition Monaco-Alexandrie, pour leur invitation à échanger aujourd'hui sur le rôle des femmes dans les avant-gardes transméditerranéennes. Sans plus tarder, je vous présente notre invitée de ce soir, Amina Diab. Amina Mselfi. Amina a récemment soutenu sa thèse de doctorat intitulée A Transnational History of Modern Art in Egypt à l'université de York, en partenariat avec la Tate Moderne. Tu me dis évidemment si je fais des erreurs, mais en replaçant artistes, mécènes, critiques d'art au sein d'un réseau multiculturel autant que multinational, la recherche d'Amina porte un nouveau regard sur l'histoire des avant-gardes égyptiennes jusque-là passées sous silence. Parmi d'autres publications, Amina a contribué à la monographie portant sur Ahmed Abdallah, paru chez Zaman Books en 2018, au catalogue raisonné de Ramses Younan, paru également chez Zaman Books en 2019, ou encore au catalogue de l'exposition Monaco-Alexandrie. Et là, je regrette, je vous l'aurais bien montré, mais c'est un très beau catalogue, qui est une somme de recherche qui va bien au-delà, en fait, de l'exposition, avec un article passionnant que je vous invite pour le coup à lire, qui s'intitule Valentine de Saint-Point, la muse pourpre, part pour l'Égypte. Amina, je pense que nous pouvons nous accorder, il y a clairement deux grands enjeux qui s'offrent à nous autres, à la fois historiens, chercheurs, curators, travaillant sur le monde arabe à l'époque moderne. Un, contribuer à l'écriture d'une histoire de l'art qui soit plus inclusive, afin d'aider à restructurer une expérience de l'avant-garde qui soit non seulement évidemment méditerranéenne, mais davantage tournée vers les pays de l'hémisphère sud. Deux, redonner aux femmes la place qui leur revient dans la construction de cette modernité artistique. Vous l'avez compris, c'est précisément la raison de notre présence ce soir. Et nous remercions évidemment par avance Amina, qui va nous présenter deux artistes aux trajectoires militantes que sont Valentine de Saint-Point et Inji Aflatoon, parmi d'autres si j'ai bien compris, mais n'empêche. Non, Valentine et Inji, c'est tout. Nous aurons néanmoins l'occasion d'échanger après ta présentation et accueillerons avec joie toutes les questions que vous aurez eu le temps de préparer et que nous espérons très nombreuses. D'ici là, Amina, the floor is yours. Thank you. Bonsoir. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici et de participer à cette colloque avec tous mes collègues et merci à Emilia, Benjamin et Björn pour toute l'organisation. Dans le cadre de l'exposition Monaco-Alexandrie, qui se présente comme une exposition émancipée du spectre de l'histoire de l'art nationaliste et eurocentré, aujourd'hui, je vous parle de deux protagonistes féministes longtemps marginalisées par l'histoire de l'art, alors qu'elles participent pleinement aux avant-gardes et jouèrent un rôle important dans l'histoire du modernisme en Égypte et d'ailleurs par leur engagement transnational et transméditerranéen. Aujourd'hui, je vais tracer la trajectoire de deux artistes féministes, activistes, militantes qui ont cherché la liberté et qui ont lutté contre tout ce qui l'a menacé. Ces deux artistes sont Valentine de Saint-Point et Inji Aflatoon. Comme dans le cadre de l'exposition Monaco-Alexandrie, mes propres recherches adoptent une vision transnationale pour reconsidérer l'histoire de l'art, l'histoire de l'art et du modernisme. Comme nos deux protagonistes nous l'illustreront, l'histoire du modernisme est avant tout une histoire d'échange, de transfert et d'inspiration qui transcende les frontières nationales et qui honore les citoyens artistes du monde. Valentine de Saint-Point est née à Lyon en 1875.
poète, écrivaine, danseuse, peintre, critique d'art, auteur dramatique et journaliste. Sa vie est une série fascinante de transformations qui commence en France et se termine en Égypte, en passant par l'Italie, l'Amérique, le Maroc, la Turquie et le Moyen-Orient. Le changement de nom va de pair avec les nombreuses métaphores qui marquent sa vie. Elle adopte le nom Valentine de Saint-Point quand elle arrive à Paris, et à son départ au Caire en 1924, elle change de nouveau et devient Rawhiya Noureddin, qui veut dire zélatrice de la lumière divine en arabe. Quelle est la motivation de Valentine de Saint-Point à abandonner alors sa nouvelle forme de danse et à se convertir à l'islam en 1924? Comment a-t-elle donné un sens à cette nouvelle identité dans son œuvre écrite? Et comment comprendre ces multiples changements dans la vie de Valentine de Saint-Point? J'explore ici les deux manifestes futuristes de Saint-Point, puis sa danse métachorie pour cerner sa nouvelle position au croisement du nationalisme, du soufisme et de l'avant-garde au Caire. Les activités de Saint-Point en Égypte et la façon dont elle allie le mysticisme religieux et l'anticolonialisme comme une autre manière de voir le modernisme constituent des éléments clés pour comprendre la vie de Saint-Point. Sa volonté constitue des éléments clés. Sa volonté à rapprocher les civilisations orientales et occidentales commence au début du siècle. Elle est saisie par la beauté de la Méditerranée et écrit dans un poème intitulé Cyrnos, où elle fait l'éloge du ciel, du soleil et de la végétation et des parfums de la Corse. Elle conçoit une île comme un centre. Elle conçoit l'île de Cyrnos comme un centre spirituel et artistique où deux civilisations, l'Orient et l'Occident, s'approchent l'un vers l'autre. Saint-Point est souvent considérée comme la doyenne du futurisme féministe et la première femme à être acceptée au sein du groupe. Son attaque contre le futurisme et son mépris des femmes dans Manifeste de la femme futuriste daté de 1912 fait grande impression sur Marinetti, qui propose de le publier. Le manifeste futuriste de la luxure suit en 1913 et ensemble, ces deux manifestes se rebellent contre toute description de la femme comme faible, sentimentale et soumise et défendent la virilité, la force et la violence. Selon Saint-Point, la femme est une surfemme qui fait fi des idéaux socio-bourgeois, de la maternité et de la famille. Alors qu'elle coupe les liens avec le groupe futuriste en 1913, ses manifestes et ses lectures dans les galeries, les cabarets et les clubs à travers l'Europe constituent une partie cruciale du mouvement. Pourtant, elle ne se voit jamais comme une futuriste et je cite, elle écrit dans le journal des débats, « Je ne suis pas futuriste, je n'ai jamais été et je resterai en tout art absolument indépendante. » Saint-Point invente une forme d'art qu'elle appelle la métachorie. C'est un néologisme utilisé pour décrire la pratique chorégraphique de Saint-Point, qui cherche à dépasser les idées et les formes de la discipline. Elle en donne une première représentation à la Comédie des Champs-Élysées et plus tard à New York à la Metropolitan Opera House en 1917. Ah, merci. Okay. Dans la performance, Saint-Point ajoute sur les photographies que nous avons parvenues, on voit Saint-Point dans des costumes extravagants qui évoquent des costumes de danse du ventre oriental. Sa performance s'accompagne d'une lecture de poésie dans un style futuriste. Ses poèmes glorifient le thème de la bataille, de la victoire, du martyre, du sang et des ancêtres. Dans ses performances, d'habitude, elle ajoute aussi un élément olfactif, un parfum est vaporisé dans la salle, où des images sont projetées sur la scène, et au début du spectacle, un court texte sur la métachorie est lu. Dans la métachorie, Valentine de Saint-Point supprime toute référence à la sensualité pour libérer la danse de toute connotation concernant la nature du corps féminin. L'utilisation du voile est autant inhabituelle.
Il couvre la tête, mais le corps reste découvert. Désabusée par les atrocités de la Première Guerre mondiale, elle quitte Paris de la Grande Guerre, et elle quitte Paris en 1916 et commence à voyager à travers l'Europe. Elle part dans un premier temps pour l'Espagne, où elle rejoint une colonie d'artistes, et puis se dirige vers le Maroc en 1923, où elle découvre le soufisme, se convertit à l'islam et adopte le nom musulman de Rawhaya Noureddin. Elle arrive en Égypte en décembre 1924, âgée de 49 ans. Ses idéologies et principes esthétiques se sont éloignés des préoccupations futuristes, et en Égypte, elle devient militante spirituelle et participe à un activisme politique local soutenu des luttes régionales de manière tout à fait nouvelle. Ça, c'est une autre photographie de Valentine dans un costume de la danse de Métacorie. Donc, elle arrive en Égypte en décembre 24 et elle commence à publier les intentions nouvelles dès son arrivée dans sa nouvelle patrie. Saint-Point ne parle jamais de terre d'exil, mais d'une seconde patrie. Elle est convaincue que l'Égypte moderne, au stade final d'une renaissance culturelle et héritière de nombreuses influences, doit trouver sa voie spirituelle. Elle considère l'Égypte comme une future nation modèle de la vraie civilisation méditerranéenne et aspire à l'émergence d'une forte foi nationale qui s'appuie sur une base mystique. L'aspiration de Saint-Point à une renaissance égyptienne présente des similitudes avec le projet de renouveau culturel de la Nahda qui se traduit en renaissance en arabe. Tous deux partent du thème de la gloire historique et demandent de faire un saut vers l'Égypte antique pour intégrer les gloires du passé au présent. Dans son livre L'Égypte florissante, elle rassemble des contributions de personnes remarquables du pays, comme l'artiste Mohamed Nagui, l'écrivain Taha Hussein et la leader féministe Huda Sha'rawi. En 1925, elle fonde le magazine francophone Le Phénix, revue de la Renaissance orientale. C'est une revue culturelle éphémère qui vise à rapprocher les civilisations chrétiennes et musulmanes et à contribuer à la renaissance de l'Orient. Elle en publie 8 numéros seulement, mais le temps militant du magazine finit par l'embrouiller avec les autorités égyptiennes et françaises qui menacent de l'expulser du pays si elle continue à publier le magazine. Donc, elle est forcée d'abandonner ses activités, de mettre fin à la publication. Toute sa vie, Saint-Point maintient une position forte d'où elle expose de nouvelles idées, poursuit de nouveaux objectifs. Son travail aborde diverses formes dans la fondation du magazine, la publication d'un recueil de poèmes, la direction de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle et enfin l'organisation d'une commémoration centenaire de Lamartine chez le groupe des essayistes du Caire. Utilisant le français comme lingua franca en Égypte, elle se forge un espace intellectuel et devient une voix reconnue dans le milieu de l'Égypte cosmopolite. Enfin, soulignons une contribution de Saint-Point dans l'exposition France-Égypte organisée par le mécène Mahmoud Khalil et la Société des Amis de l'Art au pavillon Marsan à Paris. Son recueil de poèmes, La Caravane des Chimères, fait partie de la section Littérature d'Égypte. Et dernièrement, ces gravures comme celle-ci ont été exposées à la Biennale de Venise au pavillon central. Donc, les trajectoires de l'œuvre de Saint-Point ont traversé l'Égypte et l'Occident et se poursuivent encore aujourd'hui, comme à la Biennale de Venise. Je me tourne maintenant à Ingi Aflatoon, c'est une artiste égyptienne, pionnière qui a œuvré pour l'art, pour les droits de la femme et pour la liberté. Elle est née en 1924 et dès un très jeune âge, elle se rebelle contre le conformisme et les traditions de son milieu. Cette photo est prise dans son studio à Zamalek au Caire
En observant cette photo avec les peintures sur le mur, son regard introspectif, sa palette, et il y a une bouteille de Ballantine qui est cachée dans son chariot, j'ai une envie d'un aperçu de cette époque, d'une rencontre avec Aflaton une après-midi pour me raconter ses histoires d'art, de révolte, d'activisme et de défense des droits de femmes. Aflaton a été au même lycée avec mon grand-père et mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon grand-oncle, comme des dizaines d'années plus tard que moi. On me dit que nous sommes reliés à la famille Aflaton. Donc, Aflaton est expulsée du Sacré-Cœur. C'était un lycée très catholique, un lycée catholique strict du Caire, et rejoint le lycée français. C'est là où elle débute la vie militante sous la tutelle d'un professeur français marxiste qui s'appelle René Granier. Et c'est là qu'elle est introduite au socialisme et devient active dans la création du mouvement communiste en Égypte. À 17 ans, elle reçoit des cours d'art par l'artiste égyptien Kamel Telmessani, qui est déjà à l'époque un artiste confirmé sur la scène artistique, et il fait partie du groupe surréaliste Art et Liberté. Avec Aflaton, Telmessani l'a poussé à expérimenter dans sa pratique d'art et l'introduit au mouvement surréaliste, et particulièrement au groupe Art et Liberté, qui s'était formé quelques années plus tôt, en 1939. Le groupe Art et Liberté, que vous connaissez sans doute, comptait à sa tête le poète Georges Henin, les artistes Ramses Younan, Fouad Kamel, ainsi que d'autres artistes qui étaient alliés au groupe en participant à leur salon des arts indépendants, comme par exemple la photographe Ida Carr, qui figure dans l'exposition à la Villa Sobert, et ainsi que d'autres artistes comme Amy Nimr et la photographe américaine Lee Miller. À travers Telmessani, Aflaton est introduite au surréalisme, et c'est un moment clé dans sa carrière artistique où elle rompt radicalement avec le formalisme des traditions académiques. Elle participe au Salon des indépendants organisé par le groupe en 1942, et c'est la première fois qu'elle montre son travail, et très vite le dynamisme de ses compositions est reconnu. Voici une des peintures qu'elle a montrées à la première exposition du groupe Art et Liberté en 1942. Toutefois, dans les œuvres d'Aflaton, on observe une hésitation entre l'attention centrée sur l'individu et celle sur le thème collectif. C'est en ce moment qu'elle intensifie son engagement avec le mouvement communiste en Égypte. Et en 1944, elle s'allie au groupe communiste Eskra et s'éloigne du surréalisme. Comme elle l'explique, l'image du rêve du surréalisme n'exprime plus ses convictions et sa volonté de se battre aux côtés des classes démunies d'Égypte et de transformer le rapport de l'individu au monde. Elle rejoint aussi le mouvement pour la libération des femmes et se rend en 1945 à Paris en tant que déléguée au premier congrès international des femmes. Dès lors, elle est une ardente défenseuse des droits de la libération des femmes. Dans son art, toujours en rupture radicale avec le formalisme des traditions académiques, elle parvient à produire consciemment un art profondément ancré dans la réalité sociale égyptienne. Elle publie 3 œuvres, dont 8 millions de femmes avec nous, dans lequel elle lie la libération de la femme égyptienne, du colonialisme et de l'oppression masculine avec les efforts des femmes du Global South. En 1959, Aflaton est arrêtée par le président Abdel Nasser dans le cadre de la répression préventive de son gouvernement contre le communisme. Elle passe 4 ans en prison durant lesquels elle peint le portrait des prisonnières et se tourne plus tard vers la nature pour y trouver la liberté qu'elle présente sous forme d'arbre. Comme celle-ci. Dans les œuvres de cette époque, Aflaton incorpore de grandes surfaces blanches entre les légers coups de pinceau.
C'est comme par réaction au manque de couleurs et de lumière en prison. Après sa libération en 1963, Eflatun se consacre complètement à son art et participe à de nombreuses expositions, y compris à Rome, à Paris et à Moscou, ainsi qu'à la Biennale de Venise et à Sao Paulo. Et aujourd'hui, une collection permanente de ses œuvres est exposée dans un palais au Caire qui s'appelle Amirtaz, dans le quartier moyenâgeux du Caire. Valentine de Saint-Point et Inji Eflatun, ainsi que d'autres qui figurent dans l'exposition comme Joyce Mansour et Ida Carr, incarnent une modernité transnationale qui se réalise entre des mondes fluides et transfrontières qui refusent tout nationalisme. Saint-Point incarne la philosophie d'échange et transfert artistique et culturel qui sont au creux d'une révision du modernisme qui va au-delà de la doxa de l'histoire de l'art, de la doxa de l'histoire de l'art. Merci. Merci. Je vais peut-être, j'espère que vous avez beaucoup de questions pour Amina. Moi, j'en ai une à tout le moins et encore, c'est vraiment parce que j'ai fait de mon mieux pour ne pas trop prendre la parole. Mais j'ai une remarque et une question. Ma première remarque, c'est que, de ces deux trajectoires que tu décris, celle de Valentine de Saint-Point et celle de Inji Eflatun, ce qui est fascinant, c'est de voir comment les réseaux se sont dessinés. Quand tu parles évidemment de Valentine de Saint-Point et de son manifeste futuriste et des relations qu'elle a tissées, de l'amour et du désamour qu'elle a pu tisser avec Marinetti, qui était lui-même égyptien, qui a lui-même eu l'occasion de revenir en Égypte à de nombreuses reprises et de voir à cette occasion Valentine de Saint-Point, ça on a quasiment aucun doute là-dessus, non? Une fois. Bon. Elle a refusé de le rencontrer à sa première visite. Et à la fois toutes ces critiques qu'on peut lire aussi dans la presse francophone, et ça à juste titre, tu soulignais l'importance que le français a pu jouer dans tous ces échanges et qu'il peut jouer encore aujourd'hui dans l'étude que l'on fait de cette histoire de l'art. Et puis ensuite, tu rappelles, à propos de Inji Eflatun, l'importance de sa contribution pour la Biennale de Sao Paulo en 1953. Et quand on sait le nombre d'artistes égyptiens qui ont représenté l'Égypte à la Biennale de Sao Paulo, c'est absolument dingue. Ouais. Et en même temps, du coup, on voit toutes ces relations se construire, ces réseaux se tisser, et en même temps, l'oubli dans lequel ils sont tous plus ou moins tombés, ce qui est assez extraordinaire. Et du coup, ma question pour toi est la suivante. Tu mentionnais Efat Nagy, tu mentionnais, alors tu ne mentionnais pas, mais je rajouterais peut-être Cléa Badaro, tu mentionnais pour le coup Ami Nimr, Limele, et évidemment il y a tous ces artistes hommes dont on n'a pas l'occasion de parler parce qu'on en parle déjà beaucoup, mais qui eux aussi ont tellement étudié à l'étranger, et on sait l'importance qu'a eu justement l'atelier d'André Lotte. Ma question pour toi, ce serait d'essayer de comprendre justement, que tu puisses nous en dire un peu davantage sur ces autres femmes artistes qui ont eu des trajectoires de la même façon assez extraordinaires, et qui figurent pour certaines dans l'exposition, d'autres pas, mais dont tu as mentionné très brièvement le nom. Oui, et donc voilà. Exemple, oui. Et dont on sait que tu connais très bien leur parcours. Si tu pouvais juste I'm going to switch to English because I feel more comfortable speaking English. So to speak about Ida Carr had a very interesting life trajectory. She was of Armenian origin, and she was born in Egypt in Alexandria. And she decided to move to Paris when she was 17 to study music. And when she got there, she
met with a lot of artists in Paris and decided to change course and study photography. And then she finished her studies and then decided to move back to Cairo, where she joined the Egyptian Surrealists, the Art and Liberty, and was very much involved with them in the 5 exhibitions that they organized. She was with her husband at the time, who was Adman Belali. They had a photography collective called Ida Bell. That's how they started. And then she eventually met a British soldier called what's his name? Victor Musgrave, exactly. And they moved back to London in 1945, and she had an amazing artistic life in London from 1945 onwards. They opened the gallery together there. John Casman was her assistant. John Casman, the famous gallerist. But again, like Ida Carr's life is not very, well, like until the last few years, obviously, like it hasn't been well covered. For example, the National Portrait Gallery has an amazing archive of her work. So we focus so much on Ida Carr's work from the early 20th century. But when she moved to London, she also continued working, and she was very active there. So, it's still, again, like trying to uncover the second part of their life. Like, for example, with Valentine de Saint-Point, it's the other way around, where we know so much about her phase in France up to 1924, but then most of the history from 1924 onwards kind of, forgets about Valentine de Saint-Point. It's always like she moved to Egypt and, became a hermit and was a Sufi and stayed home and never, engaged with the cultural milieu there, which, as we've discussed earlier, was not the case at all. So, there's still a lot of work to do with like Lee Miller, with Ida Carr, with Joyce Mansour. There's a list of artists. Is there any question? Est-ce qu'il y a des questions pour Amina? Oui, je serais curieux de connaître la résonance aujourd'hui de ces 2 figures dont vous avez parlé, la résonance musicale. Puisqu'on les redécouvre et que vous y contribuez largement, et merci. Il y a récemment alors c'est plutôt en France, une biographie de Valentine de Saint-Point qui a été éditée, etc. Et donc c'est un personnage, quand on lit effectivement les extraits, les mises en exergue que vous avez faites dans le catalogue, elles ont une résonance particulièrement savoureuse quand on sait dans le monde dans lequel on vit, justement. Et c'est intéressant qu'elle ait finalement pressenti des choses qui sont tout à fait pertinentes aujourd'hui. Pour aller plus directement à ma question, c'est en Égypte aujourd'hui, si elles sont perçues, comment sont perçues ces 2 figures dont vous avez abondamment parlé? Donc pour Valentine de Saint-Point, elle figure vraiment pas du tout dans l'histoire de l'art ou l'histoire de la littérature. Peut-être dans l'histoire de la littérature francophone d'Égypte, elle y figure un peu. Récemment, elle commence à y figurer à cause des études. I think that there's been a lot of resurgence around placing Valentine de Saint-Point in the French literature anyway. So I think with that came, her role in the Francophone Egyptian literature. But beyond that, no. Beyond that, like her political activism, her magazine Le Phénix, for example, like no one really knows, like no one knows about this publication that she's worked on her own for 3 years. But then, obviously, like the case of India Aflatone is very different because she's Egyptian, was very much part of not only the artistic milieu, but she was very politically engaged as well. So she is remembered, I guess, still within a national context, but then it's kind of the other way around of like taking her and... But more like an artist or an activist? Artist. Okay. Exactly. So, it's like linking... I mean,
if anything, I think there's maybe a pattern that appears with Valentine and Inji. Both of their political activities are kind of shunned in a way. So, yeah. Someone? Est-ce que on sait de quel milieu elle venait Valentine de Saint-Point? Parce que, par exemple, Virginia nous a raconté tout à l'heure qu'elle avait voyagé à cause grâce à une histoire d'amour. Et j'imagine pour Valentine de Saint-Point, c'était peut-être pas si simple de voyager à cette époque-là. Il n'y avait pas EasyJet. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle est partie en Égypte? Est-ce qu'elle venait d'un milieu dans lequel c'était plus facile, ou en tout cas plus envisageable de voyager? I think she came from an aristocratic family, and then she was very much part of the Parisian art scene, and she was, producing art, had these artistic, had the salon in her flat in Paris. So I think she just had the means to travel, I guess. And many friends to travel with her. Yeah, exactly. She was always had a whole group of friends traveling to Barcelona and then to Morocco. But then in Egypt, she wasn't traveling alone in Egypt. She had two others with her, two other female friends. So not for men. Yeah. Tip for the men. Oh yeah, but she met him there. René Guénon, who was a French, also converted to Sufism in Cairo, and him and Valentine became very close during their life in Egypt. Yeah. Quel était donc le lien de Valentine de Saint-Point avec Monaco? Parce que dans l'exposition, il y a une photo apparemment. On va nous expliquer, il y a une photo originale qui est conservée, c'est ça? Je ne sais pas si elle est originale, mais c'est en tout cas une photo vintage de la danse métaphorique qui se trouve être dans la collection du Nouveau Musée National. Je ne sais pas pourquoi ou comment cette photo a été acquise par le Nouveau Musée, mais certainement en lien avec tout l'intérêt du musée de sa collection pour la danse, pour les arts de la scène, pour la performance, y compris au début du XXe siècle. Donc c'est vrai que c'est un peu intriguant parce qu'il aurait pu y avoir aussi d'autres choses. Là, en l'occurrence, il n'y a que cette photo. En l'occurrence, il y a deux photos. Une photo qui représente Valentine, une autre photo concomitante qui représente une autre femme, elle aussi dans une danse un peu frénétique et avant-gardiste, donc métaphorique sans doute. C'était une partenaire à elle. Et c'est vrai que ça reste intriguant de savoir pourquoi et comment, effectivement, ces deux photos sont arrivées dans la collection du musée. Ça nécessiterait une archéologie propre à la collection du musée. Because in the research, there was I didn't come across any direct link to Monaco with Valentine de Saint-Point. Non, il n'y a pas de lien historiographique avec Monaco. En vous remerciant tout d'abord, et par curiosité, j'aimerais savoir pour quelles raisons la revue Joy Phoenix a dû voir sa production s'éteindre. Voilà. Comment et pourquoi la revue Phoenix a dû s'arrêter en fait? Elle avait le ton était très militant. C'était vraiment contre l'occupation de la Syrie, l'occupation française de la Libye, du Liban et de la Syrie. Donc il y avait les autorités françaises qui s'inquiétaient. En même temps, it was very active, very militant tone to the magazine, and she was it was a reactionary magazine. So there were 8 issues of them, and yeah, she was just, pushed by the authorities to just close it down. Otherwise, she had to just leave the country, basically. Do you know if it was the Egyptian or the French authorities who pushed for closing? No, it was the French authorities. Because most of them. Egypt, but it was the French authorities who put the pressure on her to stop the magazine. And she was funding the publishing? Yeah, she was. Yeah, there's actually a couple of letters between her and Hoda Sha'rawi, the feminist leader, where when she first arrived to Egypt, she was trying to establish links with her to see if she could fund the magazine. But Hoda Sha'rawi was not interested. She just,
just declined. So yeah, Valentine was the one funding the magazine. Ça me fascine peut-être le lien avec les milieux ésotériques, parce que on a peut-être parlé de René Guénon, et comme nous, on vient de Monte Verita, le lien avec Mary Wigman, Isadora Duncan, la danse et les avant-gardes, je pense qu'il y a sûrement un lien avec les Rosicruciens, ou je ne sais pas, je voudrais bien aller plus en profondeur. T'as des nouvelles ou... Comme tu viens de York, je pense que la théosophie, Enchanted Modernity, c'est tout ça, c'est pas méconnu pour toi. No, I'm not, yeah, I can't really tell you much about, I can tell you that, you know, I think Valentine's interest in Sufism is definitely linked, you know, as a continuation of this very spiritual quest that she was on in her dance. There's definitely like a link there. And then also like, you know, her relation, like her friendship with René Guénon in Egypt, and they're all really within that, you know, very interested, like they were Sufis effectively. But yeah, beyond that, I can't answer. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Amina, merci. Merci.